Excellent. Donc, bienvenue à cet autre cours d'Hypermedia 2. Aujourd'hui, on regarde les états et les cycles de vie des components. J'ai mis dans le lien du chat un lien vers une documentation augmentée. Donc, on avait vu hier que quand on travaillait avec les components, il y avait deux types de components. Les functional components ou les function components, puis les class components. Donc, les class components, c'est l'ancienne méthode, la version désuète qu'on ne devrait plus utiliser, mais la documentation officielle utilise encore ces éléments-là. Fait que ça porte à confusion, c'est compliqué à aller chercher. Comme on veut avoir des exemples avec juste des function components. Fait qu'ici, le lien que je vous ai envoyé, c'est les mêmes exemples, les mêmes références, c'est juste que tous les exemples de code utilisent des function components pour travailler à l'intérieur. Donc, c'est avec ça qu'on va utiliser qu'est-ce qu'on a besoin. Fait que pour être capable de regarder ça, premièrement, on va faire juste un petit retour sur qu'est-ce qu'on avait vu. Hein? Donc, j'ai les exemples comme on les avait laissés hier. Donc, le principe fondamental, c'est qu'un component est un élément de mon affichage que je vais pouvoir réutiliser et configurer. Donc, on avait vu que dans React, on utilisait le JSX, qui est des balises HTML qui sont auto-converties en différentes fonctions. Donc, je veux être capable de créer mes propres balises qui vont être configurées avec différentes propriétés. Donc, pour être capable de faire ça, il faut que j'aille une fonction. OK, donc une fonction qui est le nom de qu'est-ce que j'ai besoin. Puis, il faut que ça retourne du JSX. Donc, quelque chose qui est à l'intérieur de balises. Donc, on a l'exemple ici avec un welcome, on a le return, on a le h1. On n'est pas obligé d'avoir un return immédiatement. On pourrait avoir d'autres fonctionnalités, des calculs, la génération de nombres aléatoires. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Hein? C'est complètement aléatoire comme référence. Puis après ça, on peut juste avoir le return à la fin qui comme génère le résultat final avec tous les calculs, toutes les propriétés qu'on aurait pu avoir besoin de calculer. Quand on a besoin de... Ça, c'est la prémisse générale des components dans React, puis des function components. La première chose qu'on a vue hier, c'est la capacité de configurer le component. Donc, quand j'ai besoin de configurer le component, ce que je vais vouloir faire, premièrement, c'est lui envoyer des informations. Donc, quand je veux y envoyer des informations, ce que je vais faire, c'est qu'à l'intérieur de la balise JSX, je vais avoir le nom de la propriété, un égal, suivi de qu'est-ce que je veux y envoyer. Si c'est du texte littéral, je peux tout simplement le mettre entre double guillemets. Ou si je veux avoir une valeur qui est évaluée, je peux utiliser les accolades pour être capable de faire valoir, OK, ça ici, je veux que ce soit le contenu, pas le contenant. Fait qu'on a ces prémices-là ici. Ensuite, dans le function component est obligé d'avoir un seul premier paramètre d'entrée qui sont les propriétés. Puis par convention, on appelle ça props. Ici, j'ai une question de Jérémy. Excellent. Fait que rebaisse ta main pour l'instant, puis si tu relèves, je sais que ça faut que ça revienne. Fait que quand on travaille avec les props, il faut donc envoyer l'information. Donc, on a le droit d'avoir un seul paramètre seulement. Donc, ici, la raison pourquoi c'est comme ça, c'est que derrière, quand on a des function components, en fait, quand on a des components en général, la librairie de React utilise des technologies pour s'assurer que la page est efficace, qu'elle ne se reload pas automatiquement, que s'il y a des modifications, ça vient comme changer automatiquement juste la partie que tu as besoin, pas toute la page au complet. Donc, c'est le mécanisme qui nous offre pour transférer des informations d'une manière automatiquement efficace. Fait qu'on est obligé de l'apprendre. Fait que comment est-ce qu'on fait pour travailler avec ça? Ben, en gros, lui, il va prendre tous les noms des configurations que je vais
que j'ai envoyées dans l'utilisation du component, puis il va les empaqueter dans l'objet props. Fait que le principe ici, c'est qu'on a props, puis quand on veut le réutiliser, on a le props.name, on a le props.age, puis on a props.last. Et ici, il n'y a même pas age jamais d'utiliser, fait que ça marcherait peut-être pas. Mais le principe, c'est tous ces éléments-là seraient des informations qui seraient envoyées de lui, puis lui va aller les rechercher avec ça. Fait que avec ça, ça nous permet de, si on fait rouler ça, en ce moment, il devrait peut-être nous dire que props.age n'existe pas, mais chill. Il est juste undefined. Les choses undefined, on s'en fout dans le JavaScript. Donc, on a le principe, c'est capable de trouver les différentes informations. Une chose qu'on n'avait pas vue hier, c'est qu'il y a un mécanisme qui nous permet de nous faciliter la vie quand on travaille avec les props. Donc, on a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle de la déconstruction d'objets. Donc, la déconstruction d'objets, je peux vous le démontrer d'une manière générale. Donc, on avait vu le principe d'objet. Hein? Donc, un objet, c'est en fait comme un dictionnaire dans la majorité des autres langages de programmation. Fait qu'on a... OK? Quelque chose de même. Puis, à partir de là, je peux utiliser le O.A pour faire des choses, puis le O.B pour faire autre chose. OK? Donc, ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Il ne devrait pas avoir rien de trop fatidique là-dedans. Bon, évidemment, ici, il est méchant. Là. Mettons qu'on on met ça dans un console log là, pour qu'il arrête de chialer. Là. Hein? N'est-ce pas merveilleux? Excellent. Donc, on a le principe de... On a un O, puis il y a des affaires dedans, puis on va aller les chercher. C'est parfait. Si... C'est ça qui se passe ici. Hein? Donc, dans props, c'est un objet. Dans props, on s'en va chercher quelque chose qui s'appelle name, quelque chose qui s'appelle age, de la même manière que ici, je vais chercher quelque chose qui s'appelle O puis qui s'appelle A. Je peux faire quelque chose de loufoque qui me dit quelque chose de même. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? OK? C'est, je pars de O, OK? Puis, je vais aller, à partir de O, créer quelque chose qui s'appelle A puis qui s'appelle B. Là, pour savoir qu'est-ce qu'il va aller chercher, il va aller chercher le nom des éléments pour créer une variable du même nom que je peux utiliser tout seul. OK? Fait qu'ici, on va se donner des exemples pour bien comprendre toutes les subtilités de la chose. Fait que si je fais en ce moment ça, ou si je fais ça, ma ligne 7 et 8, puis ma ligne 11 et 12, ça va être la même chose. Parce que ça va chercher l'information soit d'en haut, puis ça s'en va dans la clé directement, ou sinon, ça part de ce qu'on appelle une déconstruction d'objets. Ça crée des variables, puis ça les utilise directement. OK, donc ça, c'est un raccourci de JavaScript qui me permet de faire des choses pour pas avoir à écrire plein de fois au point quelque chose de j'ai mis O, là, mais tu sais, ça pourrait être mon super nom d'objet super méga long, puis là, à chaque fois, il faudrait que je mette un point. Je suis comme, si je l'utilise plein de fois, ça devient fatigant. Fait que la déconstruction d'objets, c'est quelque chose qu'on peut utiliser quand on a des paramètres d'entrée dans des fonctions. Fait ici, je vais copier ça, puis je vais en mettre une en commentaire. Ici, je veux... Fait que je la mets en commentaire là, pour se rappeler de quoi ça a l'air initialement. Mais le principe, c'est que je vais utiliser la même syntaxe
pour être capable de déconstruire puis de ne pas avoir à écrire props à chaque fois. Fait que moi, je sais que dans cette affaire-là, je vais avoir name, je vais avoir âge, puis je vais avoir last. À partir de là, je peux enlever le name, je peux enlever le props, je peux enlever le last, puis quand je sauvegarde ça, ici, ça change rien. OK? Parce que j'ai juste déconstruit la propriété, tout va bien, c'est exactement le même code ultimement. Excellent, fait que ça c'était notre retour de la semaine passée. Je sais pas si j'ai répondu par la bande à Jérémy. Excellent. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment continuer dans cette lignée-là, mais d'avoir des actions dynamiques. Parce qu'en ce moment, ben, on a la patente, on peut rafraîchir la page, au pire, c'est peut-être là que ça va se passer quelque chose, mais le but de React, c'est de faire des applications web. Pour être capable d'avoir des applications web, il faut être capable de cliquer à des places, puis qu'il se passe des choses, puis que le contenu de la page change. Fait que là, on va voir comment rajouter du contenu dynamique à notre page. Donc, comme pour les propriétés, le principe ici est que quand je veux rajouter du contenu dynamique, je suis obligé d'utiliser les mécanismes internes de React pour être capable de traiter correctement des différents éléments. Donc, comment est-ce qu'on va traiter ça dans React? On va appeler ça le state. Donc, le state, c'est de l'état. Hein? Donc, quand on parle d'état, on pense à une variable. Donc, quelque chose qui va changer durant la vie de l'application. Pour être capable d'utiliser le state, il va falloir utiliser une librairie, donc une fonction qui vient de React, OK? Puis qui va nous aider. Et ici, je veux juste blablabla, blablabla, c'est correct. Parfait. Et ici. Fait que on a un exemple, OK, d'un horloge. On va l'utiliser. Il faut que j'aille ici. On va se créer un nouveau component. On va l'appeler clock. Puis on va directement travailler avec ça. Fait que le principe initial, si on regarde, enfin on va repartir d'ici. On a un exemple là, où on a une fonction qui donc reçoit une date, hein, puis qui va juste afficher l'heure de la date. Donc si on prend ça comme exemple, on va le reconstruire. Excellent, on va aller insérer ça dans notre application. On va enlever nos welcome. On veut juste donner l'heure. Fait que si on regarde ici, attends, on va enlever notre index.yes. Donc dans notre app, on appelle notre clock. Puis dans le clock, qu'est-ce qui se passe? On reçoit une nouvelle date. Fait que ici, il y a un type date là, directement. Là, fait que ça fait juste créer une nouvelle date. J'envoie ça en tant que propriété. Quand je reçois la propriété, je vais chercher la date à l'intérieur. Puis c'est un objet qui a différentes fonctions, méthodes qui viennent avec. Fait que lui me permet de dire, fais juste le convertir pour être directement affiché.
puis je peux voir qu'effectivement, ça fonctionne. Là, la problématique, c'est quoi? Ben, c'est juste quand je rafraîchis que ça change l'heure. Moi, j'aimerais ça que ça change l'heure à toutes les secondes, mettons. Fait que il faut être capable de retravailler cet élément-là pour être capable d'avoir du temps qui va changer à chaque seconde. Fait que pour être capable d'utiliser ça, ici, on va avoir ce qu'on appelle le useState. Donc, le useState, c'est une fonction spéciale qui va me créer une espèce d'enveloppe pour une variable dans une application de React. Donc là, ici, ça va être quelque chose, c'est une des plus grandes difficultés de React. Là. C'est que si vous écoutez juste une phrase, ok, ce soir, là, c'est la prochaine. Là. Quand je suis en train de créer une application dans React et je veux qu'il y ait un élément de l'interface qui soit interactif, qui soit dynamique, qui change, un moment donné quelque part dans mon application, il faut absolument que j'utilise l'état, le useState, pour être capable d'encapsuler cette information-là. C'est la seule manière que React est capable de gérer des éléments dynamiques. Comment on fait pour faire ça? Donc, on a ici l'importation. En passant, ça se peut que vous voyez souvent le import React from React. Hein, puis le devoir de hier, je me suis rendu compte que si vous faisiez des components à côté, ça se peut qu'il fallait le rajouter par défaut. Le principe ici, c'est qu'on n'en a plus besoin de cette partie-là dans la dernière version de React, qui est la version 17. Mais le devoir de hier, j'avais pas mis la bonne version parce que j'avais pas créé avant que la nouvelle version existe. Je vais essayer de mettre à jour les nouveaux devoirs pour être certain que ça n'arrive pas. Mais le principe fondamental, on veut utiliser le useState. Fait qu'on peut utiliser, on n'a pas besoin du React. On a juste besoin de ça ici. Là, qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que c'est une autre syntaxe. Là, en ce moment, c'est gris parce qu'on ne l'utilise pas, là. Mais la syntaxe ici, c'est que c'est entre accolades, le useState. Hier, quelqu'un demandait, tu sais, quand on faisait les exports, puis que si c'est pas juste par défaut, puis que je vais aller chercher juste certaines affaires, comment je fais? Ben, c'est avec les accolades qu'on va aller chercher des fonctions plus précises. Fait que le useState, c'est qu'est-ce que je recherche. Ensuite, comment ça fonctionne l'utilisation du useState? Fait que le principe, c'est que ça va nous créer deux variables qu'on va pouvoir utiliser pour contrôler l'élément dynamique. Fait que ici, on a l'exemple qui vient avec. OK. Donc, le principe fondamental du useState, c'est de dire j'ai la fonction useState, je vais avoir une valeur initiale. OK, donc là, ici, c'est la date courante. Puis, je vais avoir deux retours à cette fonction-là. Hein, parce qu'ici, ce qu'on regarde, là, on a un const qui me crée des constantes. On a une assignation, puis on a une fonction. Fait que cette fonction-là te retourne deux éléments qui vont être assignés à quelque chose qui s'appelle date et setDate. Le principe, c'est que le premier, ça va être la variable tout seul que je peux lire et que je peux utiliser. Puis le setDate, ça va être une fonction qui va me permettre de la modifier. Donc, quand on travaille avec le useState, quand on travaille avec des éléments dynamiques dans nos applications de React, le principe, c'est qu'il faut absolument utiliser ces mécanismes-là pour être capable de travailler correctement avec l'élément dynamique. Parce que sinon, il y a plein de choses qui vont fucker dans la manière que React gère l'application, que React gère l'efficacité de l'application. Donc, on est obligé d'utiliser ces éléments-là. Qu'est-ce qui se passe pour pouvoir l'utiliser à l'intérieur? Ben là, en fait, j'ai plus besoin des props. Hein, je l'ai écrit ici, ma date. Fait que je peux me libérer de cette affaire-là. Là, on commençait de comme nos connaissances courantes, puis on
on le met à jour là, par rapport à ce qu'on veut avoir. Fait que si je regarde, en ce moment, on est encore à la même prémisse, là, hein? Donc, on a la date, OK, qui utilise, par exemple, un élément du useState. Fait que là, qu'est-ce qu'il nous reste à réussir à construire? C'est d'utiliser le setDate pour être capable de le modifier. Autre élément important quand on utilise le useState, hein, le premier paramètre qu'on sauvegarde, le premier const, c'est toujours la variable en lecture seule. Ça veut dire que ici, on ne fait pas ça. Donc, date égale whatever, là, OK? On fait jamais ça quand on travaille en React. Quand on a le useState, on a la variable. La variable, je peux l'utiliser en lecture, OK? Je peux l'utiliser pour faire afficher quelque chose, mais jamais en écriture, jamais d'assignation. Quand je veux changer qu'est-ce que la date a, il va falloir que j'utilise le setDate. Fait que là, ici, on va aller travailler. Puis, on va changer de page. Pour aller chercher comment mettre à jour notre horloge. Parce que là, ici, il y a une partie où c'est que c'est des intervalles, puis le useEffect qu'on va aller voir un petit peu plus tard. Pour l'instant, nous autres, on va essayer d'utiliser un bouton juste pour faire afficher l'intervalle. Fait que on veut avoir un bouton. Fait que à quoi ça ressemble notre affaire? On a le button. Puis le button, on va dire update. OK. Fait que jusqu'ici, ça va bien. Hein? On a le bouton qui est update ici. On a le bouton qui est ici. Puis en ce moment, quand je clique dessus, il ne se passe rien. Donc ça ici, il n'y a rien de spécial. C'est du JSX, c'est réutilisé, ça va bien. Fait que quand on travaille avec des boutons, on a un cas particulier. Okay? Donc, habituellement, quand on travaillait en pur HTML, là, ça ressemblait à ça. Là, okay? Où c'est qu'on avait le onClick. On avait ici le entre double guillemets le nom de l'appel de la fonction avec des parenthèses. Ici, dans React, autre grosse affaire qu'il faut se souvenir, puis il faut repogner, c'est que on va avoir le onClick avec un C majuscule. Puis, ce qu'on va envoyer, c'est seulement le nom de la fonction entre accolades, sans parenthèse. Donc, on fait juste envoyer ce qu'on appelle la référence à la fonction. Fait que le principe ici, c'est je peux faire onClick. Puis là, ici, on aurait quelque chose comme ça. En ce moment, cette fonction-là, elle n'existe pas, là. Mais si je décide de faire quelque chose comme ça. Fait que on a ici le principe de j'ai mon bouton, j'ai quelque chose qui s'appelle onClick avec un C majuscule, j'ai le égal. Entre accolades, j'y donne un nom de fonction que j'ai écrit quelque part d'autre. Ben maintenant, quand je reviens dans mon application React, puis je regarde ici ma console, que je clique sur Update, je peux voir, hey! Le hello que j'ai fait apparaître dans mon console log, quand je clique sur Update, on peut voir ici, c'est marqué 2, 3, ça le répète de manière seamless. Là. Donc, on voit qu'à chaque fois que je clique sur Update, ça exécute quelque chose qui est du code. Wouh! N'est-ce pas merveilleux? Fait que ce qui me reste à faire, c'est à l'intérieur de ce button update-là, de button handler-là. Donc ici, je donne un nom, le mot handler,
Hein, c'est un gestionnaire, c'est quelqu'un qui va donc gérer l'utilisation du bouton. Puisque en ce moment, j'ai juste un bouton, j'ai pu l'appeler BTN pour button, fait que button handler. Donc là, ce qu'il me faut, c'est, à l'intérieur de ça, faire en sorte que ça met à jour ma fonction. Fait que si on revient ici, on va aller regarder comment mettre à jour avec le setDate. Hein, si on regarde comment ça marche le setDate, le principe est assez simple. J'ai juste besoin de faire setDate puis de lui envoyer une nouvelle date. Hein, parce qu'on veut juste mettre à jour l'information à l'intérieur. Fait que dans mon bouton, qu'est-ce que je vais vouloir faire? C'est avoir un setDate puis on a un newDate. Là, ici, ça va pas marcher, par exemple. C'est quoi l'erreur? Pourquoi est-ce qu'en ce moment, c'est écrit en rouge? Donc, je vous laisse une dizaine de secondes, on y pense, là. OK? Qu'est-ce qui est problématique avec qu'est-ce que j'ai écrit en ce moment? Exactement. Donc ici, on a un problème de scope, un problème de contexte. En ce moment, le setDate, OK, il n'est pas défini, là, rendu ici. Le setDate est seulement défini à partir de cette ligne-là. On veut habituellement garder les useState, puis il faut garder les useState à l'intérieur des différents éléments qui viennent avec. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? C'est prendre toute cette partie-là, puis le JavaScript est vraiment capable de gérer d'une manière facile et conviviale l'inclusion à l'intérieur l'un de l'autre. Fait que je peux très bien dire quelque chose de même. Donc, le button handler fait maintenant partie de mon useState. Ben, il fait maintenant partie de mon clock. Hein, donc, il a accès à setDate parce qu'il était disponible. Puis, j'ai maintenant un élément qui est activé par le bouton. Quand j'active le bouton, ça l'appelle mon button handler. Quand j'appelle mon button handler, ça envoie mon setDate. Puis quand j'envoie mon setDate, ça me génère une nouvelle date qui va automatiquement être incluse, puis qui va donc être mise à jour. Fait que si je reviens ici, je ferme ça. Donc, on voit que par défaut, ça ne s'active pas à chaque seconde. Hein? Mais si je clique sur Update, holy! Je clique, ça change. Je clique, ça change. Je clique, ça change. Fait qu'on a maintenant ici un Hello World avec le temps. Puis j'ai maintenant une application qui est dynamique. Je peux cliquer sur quelque chose, il se passe quelque chose dans mon application, puis il n'y a pas de rafraîchissement. Là. Okay, là, ça n'a pas fait un refresh, ça n'a pas rien fait. Tout est dynamique à l'intérieur de l'application. Autre point extrêmement important, c'est que quand on a des components, puis que les components utilisent des states, ces components-là ont des states individuels. Okay? C'est un peu le même principe que la classe puis les objets. Quand tu décris la classe, tu décris comme toutes les propriétés, mais chacun des objets va avoir des valeurs dans les propriétés différentes. Fait que ici, j'ai le Hello World, j'ai le Update. Quand je clique sur celui-là, c'est seulement cette heure-là qui change. Parce que c'est la date de ce clock-là qui est mise à jour. Quand je clique sur le deuxième bouton Update, ben, c'est seulement celui-là qui change parce que ce bouton Update-là est généré à l'intérieur de ce clock-là seulement. Donc, on a, quand on travaille avec les différents outils, des possibilités, OK? On a des états qui vont être capables de dire, OK, ben c'est ça notre élément, c'est ça qui est important, c'est ça qu'on veut modifier seulement. Excellent, excellent. Fait que ça fait un peu, ben ça fait le tour des éléments que je voulais regarder pour
la partie de cours, on va aller regarder c'est quoi le devoir d'aujourd'hui. Donc, on va aller ici. Je vais copier ça. Oui, certainement. Oh, j'ai pas vu. Il y a des mains levées. Ah! Je les ai pas vues. Ouais. Et voilà, là, tu peux. Là, on va voir au prochain cours comment faire les formulaires puis ces principes-là. Là. Mais ça peut être n'importe quel. Ça peut effectivement être n'importe quel type de données. Là. En fait, le date puis le setDate, c'est moi qui ai donné ces noms-là. OK? Donc, le principe du useState, c'est que le premier paramètre, c'est la variable en lecture seule. OK? Puis le deuxième, c'est une fonction de modification. Puis si je... C'est ça, là. C'est ça, là. Parce que autrement, si je décide, je peux juste prendre ça ici, là. Oups. Faire ça de même. Puis ça fonctionne pareil, là. OK? Donc le principe du useState, c'est que tu mets quelque chose dedans. Que ce soit ici, là, ça utilise le type de date, mais ça pourrait être une variable, ça pourrait être une chaîne de caractères, ça pourrait être un objet, ça peut être n'importe quoi. Puis, on a une version de lecture, puis on a une fonction de modification qui vient avec. Fait que là, je peux utiliser la variable en lecture seule quand j'ai besoin de faire afficher, donc habituellement dans le JSX. Puis, je peux utiliser la fonction modification quand j'ai besoin de traiter un événement, traiter qu'est-ce qui va faire modifier mon affaire. Est-ce que ça répond à ta question? Excellent. Jérémy aussi, qui avait la main levée. C'est exactement le principe qui devrait te venir en tête, mais c'est pas une fonction, celui-là. C'est comme un getter automatique, c'est déjà la variable. Tu sais? Mm-hmm. Pour chaque composant, ils ont leur propre liste de props. Tu peux pas mix and match. Ben, mm-hmm. Exact. Chaque prop va avoir son propre contexte, sa propre configuration. Si on fait des parallèles là, à l'orienté objet, là, pense à des propriétés d'objets, mais qui seraient en lecture seule. C'est quand même des propriétés puis que tu pourrais juste utiliser mettons, à la création de l'objet, mais chaque objet, chaque component visible a sa propre version de cette configuration-là. Ouais. On a Majid. Mm-hmm. Ben, en fait, oui, on peut, si on travaille, puis c'est ça que je m'en allais, là, on peut utiliser qu'est-ce qu'on a vu dans notre premier cours quand on parlait des arrow functions. OK? Puis on peut faire des choses vraiment le fun avec ça. Fait que c'est justement là que je m'en allais. Merci. Tu rediriges mon cours. Fait que on avait vu que les fonctions peuvent être des expressions. OK? Fait que le principe, c'est que une expression, hein, c'est quelque chose que tu peux assigner, que tu peux utiliser n'importe où c'est que tu as besoin d'avoir comme une expression quelconque. Puis on peut avoir des fonctions qui sont des expressions. Fait que la première chose que je vais faire, c'est je vais transformer cette fonction-là, cette création de fonction-là, en
en fonction d'expression. Fait que ici, je peux faire ça ici. Et je peux utiliser les arrow functions qu'on avait vu, donc les fonctions flèches. Hein? Comme ça. Et quand on avait vu hein, les principes des arrow functions, on s'était dit j'ai le droit d'écrire une fonction. Attends, on va même le mettre. Si je prends ça, je fais CTRL-C, on fait un CTRL-Z pour voir l'évolution. Hop. Puis on va... on va-tu mettre des line comments à la place? Wow! Et shift de gauche. Ouais. Fait que ça, c'est comme notre première version. On est capable d'utiliser les arrow functions. Fait que les arrow functions, c'est de dire j'utilise les mêmes parenthèses que j'avais ici. Là, en ce moment, il n'y a aucun paramètre. Là. Puis, j'ai une flèche. Puis après ça, j'ai les différents éléments. Ben, quand on a juste une instruction, ou quand l'instruction, c'est directement le retour, n'importe quel des deux, je peux encore plus l'optimiser. Puis dire, j'ai mes... Puis juste directement avoir... Chose de même. On va commenter ça. Fait que si je sauvegarde ça, notre application est toujours fonctionnelle. Il n'y a rien de modifié à l'intérieur, il n'y a rien de fonctionnellement différent. Fait que là, ici, ce qu'on a, c'est j'ai let button handler. Hein, donc, j'ai déclaré une variable. Dans la variable, j'y assigne quelque chose. Qu'est-ce que j'y assigne? J'y assigne une fonction, OK, qui va juste exécuter une instruction. OK, qui est notre setDate qu'on a appelé fonction modif. On va le remettre là, pour que ça soit... Fait qu'ici, le principe des deux, c'est... ça. Puis ici aussi, on va rename, puis on va l'appeler juste date. Parfait. Donc, le setDate, hein, qui est juste appelé directement avec la nouvelle version des nouvelles informations. Fait que j'utilise cette variable-là ici. Mais là, en ce moment, qu'est-ce que je suis en train de faire, là? C'est un peu le même principe que si j'écrivais ça. Let x est égal à 5. Hein? Puis là, après ça, j'utilise... Si j'ai ça comme code, là, OK? Qu'est-ce que je peux écrire pour avoir la même fonctionnalité, mais à l'intérieur d'une seule ligne? Qu'est-ce que je pourrais écrire? Ben en fait, le X, on n'en a même pas besoin. Là. Le X est superflu. Si mon seul but, c'est d'afficher 5, je peux juste écrire ça direct puis faire fuck that. Là. Hein? Tu sais, comme fonctionnellement parlant, là, ça fait la même chose. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Hein? Donc, ici, c'est le même principe. OK? On a une assignation d'une variable par rapport à une expression. C'est juste que c'est une expression qu'on n'est pas habitué encore. Là, quand je te dis ça, tu comprends toutes les mécaniques derrière, tu comprends toutes les subtilités, puis tu peux très bien voir que d'écrire X ou d'écrire 5 ici, puisque c'est une assignation ou l'expression elle-même, même principe. Ou si, même si c'était quelque chose comme ça, tu sais très bien que d'écrire X ou d'écrire ici le 5 plus 34 me donnerait le même résultat. Hein? Donc, si j'applique cette logique-là à qu'est-ce que je viens d'écrire, je peux aller encore un coup plus loin puis dire, ben, fuck le button handler. Je peux littéralement prendre mon expression, mon 5 plus 34, mais qu'en ce moment, c'est une fonction, puis aller l'écrire ici.
Est-ce que là, je viens d'exploser vos cerveaux de manière intense? Moi, la première fois que j'ai vu ça, je suis tombé de ma chaise. C'est ça, exactement. Moi, je vous ai déconstruit, là, je vous ai préparé pendant des semaines là, à arriver jusqu'ici. Là. Mais on peut voir ici que on reste complètement fonctionnel. OK? Et on a un exemple de OK, ça fonctionne. On met à jour notre clock avec notre bouton Update. Excellent. Fait que on copie ça ici. Puis on s'en va dans. Oh, je sais pas s'il y avait une autre question. Non, j'ai Majid, il a la main levée d'un bord. Est-ce que je sais pas si. Non, oui. Je sais pas si t'as encore la main levée, Majid. J'ai deux écrans, puis sur un écran, ça me dit que t'as la main levée, sur l'autre, non. Fait que je sais plus. Excellent. Alright. Fait que je mets dans le chat le devoir d'aujourd'hui qui va traiter sur les états de React. Donc, ici. Je vais faire ça. Regardez ici, être certain. Ouais, ça, c'est bon. On s'en va par ici. On par ici. On ouvre ça. On regarde ça ici. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est d'être capable d'avoir une application de React qui va être dynamique. Fait qu'on va se faire ce qu'on appelle un clicker. Fait que le but du clicker, c'est d'avoir un compteur qui va avoir de l'information. Puis, j'ai deux boutons qui viennent avec. Donc, un bouton click, puis un bouton reset. OK? Donc, on a ici le bouton click. Quand je clique dessus, qu'est-ce que ça va faire? Ça va incrémenter le compteur. Quand j'ai le bouton reset, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va resetter le compteur. Donc, si on rafraîchit ici, on va regarder le GIF une nouvelle fois. Quand je clique, ça fait des choses. Quand je reset, ça le remet à 0. J'espère que on comprend qu'est-ce qui se passe. En plus de ça, on va commencer aussi à utiliser des librairies externes. OK? Donc, on avait vu le principe de Bootstrap. Ben, je sais pas. Est-ce que si je vous dis Bootstrap, ça vous dit quelque chose? OK. OK. Mais ça vous dit quelque chose. C'est comme le nom, là. Le principe fondamental, c'est une librairie. Ben, en fait, c'est une librairie CSS. OK? Donc, le but de la librairie CSS, c'est d'être capable, à place d'avoir un bouton lettre comme on a ici, d'avoir un joli bouton comme on a ici. OK? En utilisant des classes, OK, différentes. Mais qu'est-ce qu'on est capable de faire avec React? C'est d'intégrer beaucoup de ces librairies-là comme étant des components additionnels. Fait que le principe, c'est qu'on va utiliser React Bootstrap. React Bootstrap. Fait que le principe de React Bootstrap, si je regarde les boutons, comment je fais pour avoir un bouton? Ben ici, habituellement, en ce moment, j'écris juste bouton avec un B minuscule. Ben si j'utilise bouton avec un B majuscule, ça va utiliser ces différents boutons-là. Je peux voir ici tous les différents codes pour avoir les différents éléments. Fait qu'on peut voir que je peux changer les boutons, puis ça va bien gérer, OK,
les différents des nouveaux boutons avec plus de couleurs, un petit peu plus de oomph. OK? Mais qu'est-ce qui est aussi important de comprendre, c'est comment utiliser Bootstrap. Donc, pour utiliser Bootstrap, il va falloir rajouter à notre projet la librairie. Donc, ici, je suis dans toujours le même principe là, que je vous montre les principes fondamentaux sur un exemple, mais qu'après ça, vous pouvez utiliser plein d'autres librairies qui travaillent avec React, puis ça va toujours être les mêmes principes. Et comment est-ce qu'on fait? Ben, on s'en va lire la documentation. Fait que Getting Started, documentation, c'est toujours les choses que je recherche pour essayer de comprendre comment ça marche. Fait que, trouvons comment utiliser React Bootstrap dans notre projet. Fait que ça nous dit, premièrement, il faut l'installer. Fait que ça nous dit qu'il faut rouler npm install, OK, avec ces différents éléments-là. Fait que je suis comme, OK, pour rouler, bon, on va fermer notre serveur parce que ça va changer notre configuration. Donc, on va aller dans notre terminal, puis on va installer, OK, React Bootstrap et Bootstrap. Fait que, on fait le npm install. Puis, ça va automatiquement les installer, ça va automatiquement les mettre disponibles, puis on va pouvoir commencer à les utiliser. Fait qu'on peut voir, on a les exemples d'importation. Fait que je peux, tu sais, c'est un bouton, c'est excellent, c'est ça que je voulais utiliser anyway. Et on va enlever nos affaires en commentaire pour l'instant pour avoir tout ça à l'intérieur d'une seule ligne. Puis on avait vu que j'ai le bouton qui est ici. Je peux voir, il est automatiquement détecté React Bootstrap. Je peux voir qu'il est comme conscient. Tout semble être sous contrôle. Puis après ça, on peut regarder ici où ça nous dit dans les exemples. OK, voyons voir parce qu'ici, il y a d'autres choses. On lit jusqu'à la fin là, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je peux voir ici. Ils disent que il y a des choses qui sont requises pour les utiliser. Fait que là, je peux voir the following line can be included in your source index or app.js. Sure, pas de trouble. Je suis capable de faire ça. On peut voir ici, source index ou app.js. On sait déjà c'est quoi ces affaires-là. Là. On est rendu pas pire familier avec l'infrastructure de React. On sait qu'il y a l'index.js, on sait qu'il y a le app.js. Fait que je peux aller dans mon app.js, puis lui foutre notre CSS. Puis à partir de là, si j'essaie de rouler ça, hop là, on retourne ici, puis voilà, on a des boutons update qui sont maintenant beaucoup plus conviviales. N'est-ce pas merveilleux? Donc, dans le devoir d'aujourd'hui, je vous demande d'utiliser ces boutons-là pour être capable d'avoir un plus bel affichage. Ici, en fait, qu'est-ce qu'on vient de faire là, avec le Getting Started? Tout ça, c'est déjà préfait. Juste en faisant votre premier npm install, parce qu'on se souvient, quand on télécharge un nouveau projet, il faut faire npm install pour comme installer React puis toutes les librairies. Ça va installer React Bootstrap puis Bootstrap à l'intérieur avec. Je crois. Attends, on va voir ici. Il me semble que... Ouais, ici, React Bootstrap, tout est là. C'est beau. Donc, si vous réussissez à faire ça en 20 minutes, là, OK, là, puis vous êtes comme, ah, ben là, j'ai rien à faire, là, puis en plus, demain, je vais pouvoir faire la grasse matinée, détrompez-vous, il y a un extra de disponible, puis là, ça va être de la recherche qu'il va falloir faire par vous-même. Donc, avec Bootstrap, on a la capacité de décider comment les différentes composantes sont configurées dans l'affichage, puis particulièrement, qu'est-ce qui arrive quand je rafraîchis, je change la taille de la fenêtre. Fait que ici, j'ai un exemple où j'ai, bon, le projet qui marche, mais quand je resize la fenêtre, que ça change pour que ça devienne une colonne, puis quand la fenêtre est assez grande, que ça redevienne une ligne. OK, donc ça vaut... ça fait pas partie de l'évaluation de base, donc... si vous êtes capable de vous rendre à l'exemple normal, juste avec le bouton qui clique puis qui reset, ça va bien, là, OK? Mais
pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, j'ai des extras de disponibles pour vous donner un petit peu plus de fil à retordre. Excellent. Donc, ça fait le tour de la partie magistrale de la journée. Pour le restant du cours, comme d'habitude, ça va être du travail individuel pour avancer là-dessus, travailler là-dessus.